Alors, je pense qu'il y a du son, mais c'est qu'on n'a pas commencé. On attend un petit peu que tout le monde puisse rentrer. Voilà. Et je pense que je vais pas tarder à commencer si Oui, Nathalie tout à en est fait. d'accord. Exactement, allez-y. Parce que le plus intéressant, c'est après moi. Bonjour, bonjour à tous. Donc, Véronique Pouzadou, je suis secrétaire générale adjointe de notre association nationale. Et puis, je suis maire et présidente d'une Comcom dans l'Allier. Je voudrais vous remercier tous de votre présence nombreuse pour ce sujet éminemment important pour la globalité de nos territoires, hein, qu'on soit en territoire rural ou plus urbain. Et puis surtout un sujet qui pour nous élus est très technique et qui pour nos techniciens est aussi technique. Donc c'est pour vous dire la complexité des choses. Quelques règles de vie peut-être entre nous. Donc c'est vrai qu'on est nombreux à ce webinaire. Donc toutes les questions que vous pouvez poser se font par écrit dans le chat hein, pour pouvoir gérer tout ça. Posez bien toutes votre questions. Elles sont relevées par l'association et puis on a notre régisseur. On se permettra de faire la présentation qui est quand même technique et lourde en deux temps. Et là, je remercie vraiment notre partenaire qui est le CEREMA, représenté par monsieur Bocquet, qui est directeur des études foncier CEREMA et ses équipes qui sont présentes, qui vont nous faire cette présentation. Présentation coupée en deux pour pouvoir répondre à un certain nombre de vos questions. On n'arrivera pas à tout répondre et certains d'entre vous, vous allez être déçus, mais vous inquiétez pas, on fait du service après-vente pour pouvoir répondre à toutes les questions après ce webinaire, après qu'on vous envoie la présentation et certainement que d'autres questions viendront aussi à la suite de la digestion de tout ce qu'on va pouvoir nous dire. Dans ce cadre-là, moi, je remercie les équipes et Nathalie est présente avec ses équipes, notre responsable du service aménagement du territoire qui est sursollicité et qui fera ce suivi à vos côtés. Vous dire que voilà, notre webinaire porte sur comment rédiger le rapport de suivi du ZAN. C'est vrai que la zéro artificialisation nette, c'est quelque chose que l'on travaille depuis maintenant 2021, depuis la loi climat et résilience. Et dès le départ, c'est une question où l'Association nationale des maires a été très investie. C'est une volonté de notre président Lisnard de bien vouloir suivre le dossier de A à Z parce que l'impact pour l'aménagement de nos territoires est très important. Un sujet qui nous a sollicité avec beaucoup de questions, qui a essayé de se simplifier au fil du temps pour décomplexifier les textes par des décrets d'application et par la loi. Bah, ça a décomplexifié sans décomplexifier parce qu'on se pose encore beaucoup de questions. Moi, je tiens à vous remercier parce que beaucoup d'entre nous avons répondu à un questionnaire que l'Association nationale avait porté, hein, plus de 5000 réponses. Et puis, on continue d'amender les textes, on continue de poser des questions, d'obtenir des réponses et puis surtout d'avoir une réponse adaptée par territoire. Donc voilà, notre association est très présente dans les débats, est très présente auprès des différents gouvernements et ministres qui ont porté les choses, ainsi qu'auprès du Parlement pour la mise effective des choses. Aujourd'hui, avec le CEREMA, on va aller sur comment rédiger le rapport de suivi du ZAN parce que, ben, l'air de rien, même si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, la machine a commencé. On se doit de faire un rapport en septembre 2024. Donc moi-même, je suis un mauvais élève, mais on va nous éclaircir. Et c'est surtout permettre de donner des bases d'études pour savoir bah, comment appliquer les choses sur chaque territoire. Ce qui est important, et je pense que politiquement, c'est important que nos techniciens puissent nous apporter ces réponses-là, parce que ça va permettre par territoire de faire un catalogue, un état des lieux qui va nous permettre après, nous, association nationale, d'aller pouvoir montrer les différences territoriales et d'aller justifier des choses de part et d'autre pour que chacun puisse vraiment reprendre sa place et qu'on puisse trouver les bons arguments aussi parfois pour pouvoir permettre à chaque territoire d'avoir une marge de manœuvre de développement tout en permettant aussi en même temps ben, de protéger évidemment notre aménagement du territoire et de bien utiliser l'artificialisation de nos sols. On est bien évident qu'il faut qu'on arrive à travailler intelligemment sur les deux objectifs et l'aménagement du territoire et son développement ne va pas à l'encontre de la qualité de vie dans laquelle on est. Je serai guère plus longue pour ce début. Merci à tous. Vous dire qu'on reste mobilisés. Moi, je remercie vraiment les équipes de l'AMF à nos côtés qui, depuis 2-3 ans maintenant, font un travail remarquable à la disposition de tous les territoires.
Et puis, si cela convient à Nathalie, je donne sans limiter la parole à notre directeur du CEREMA pour pouvoir aller tout de suite dans le fond du sujet. Bonjour, merci beaucoup du coup, à l'AMF de nous accorder cette présentation. Alors, je serai accompagné de deux collègues, David Marie et Magali, qui vont répondre dans le chat. Donc, si vous voyez des messages de leur part, vous savez qu'ils vont m'aider à répondre, puisque je pense que le chat, vous aurez énormément de questions là-dessus. Alors, vous avez énormément de questions, on va quand même essayer d'apporter un peu de réponses. Avec toute cette question du ZAN et après le rapport triennal qui est demandé, qui va être fait, qui est demandé là-dessus. Alors, je vais partager mon écran et normalement tout est bon là-dessus. Je vais commencer mon intervention. Alors, je suis désolé, je commence toujours mes interventions comme ça, mais pour rappeler vraiment dans quel contexte on est en matière de consommation d'espace, en matière d'artificialisation. Ce qu'il faut voir, c'est que la loi climat et résilience a apporté un nouveau éclairage, elle a apporté une couche supplémentaire, mais qu'on parle de consommation d'espace, d'étalement urbain, d'imperméabilisation, on parle de tous ces termes-là depuis, voilà, depuis à peu près les années 2000. Le premier élément, c'était la loi SRU, qui mettait en place les PLU, les SCOT, etc., et qui parlait de réduire la consommation d'espace. Et depuis, vous voyez un petit peu le déroulé. Vous avez eu beaucoup de lois faites par des partis différents, qui rappelaient l'essentiel, c'est-à-dire on est capable de se développer et on doit continuer à se développer, mais que le foncier ne soit pas la variable d'ajustement de ce développement. Dit autrement, quand vous faites un aménagement, il y a beaucoup de contraintes. Vous devez faire avec des coûts, vous devez faire avec un projet, vous devez faire avec des enjeux environnementaux. Et il faut faire aussi en essayant de limiter au maximum l'emprise et l'impact que vous avez en matière de foncier. Et on ne le fait pas pour rien. C'est qu'en fait, toute conversion des terres naturelles, agricoles et forestières, elle a des impacts. Alors j'en ai mis cinq, il peut y en avoir plus, on peut discuter, etc. Mais il y a bien ces cinq impacts-là qu'il faut garder en tête. Premièrement, c'est la question de la lutte contre le changement climatique. Vous avez un terrain dans lequel il y a des arbres, dans lequel il y a de la végétation qui pousse. Si demain vous le transformez en un espace bituminé, eh ben, ça absorbe moins de carbone. De la même manière, l'étalement urbain, plus vous construisez loin de la ville, plus vous grignotez sur les terres naturelles, agricoles et forestières, plus vous devenez dépendant à des modes de transport, notamment liés à la voiture. Il y a la question de la préservation des terres agricoles. Évidemment, un hectare de parking, ça produit moins de maïs et moins de blé qu'un un hectare d'agricole. Les deux derniers éléments, c'est l'imperméabilisation des sols. Évidemment, lorsque la pluie tombe, ça ruisselle beaucoup plus vite sur du parking que sur une terre naturelle. Et à la fin, c'est la question de la préservation de la biodiversité. Alors, j'insiste beaucoup sur ces éléments-là, sur l'historique, tout simplement parce que ça va être des éléments indispensables du rapport triennal. Le rapport triennal, le but derrière, ça va être de dire, en fait, pourquoi on a artificialisé, qu'est-ce qu'on a fait et est-ce qu'on est capable de faire mieux? Et quand on dit capable de faire mieux, c'est comment on est capable de réduire les impacts, au moins sur ces cinq thématiques-là. Alors, la loi climat et résilience, il y a évidemment un premier élément qui était très médiatisé, c'est de dire la loi climat et résilience, on va atteindre le ZAN, le zéro artificialisation nette, en 2050, et diviser par deux sur les 10 ans qui suivent l'approbation de la loi par rapport à ce qui était observé les 10 années précédentes. Dit autrement, division par deux sur 2021-2031, sur ce qu'on a vu entre 2011 et 2021. La question, c'est comment faire. Alors, il y a énormément de moyens. L'un d'entre eux, ce que vous connaissez peut-être, c'est le portail de l'artificialisation, avec toute la question de la mesure, de dire, bah, OK, on doit diviser par deux, mais le premier élément,
c'est de savoir de combien on part et combien de personnes, pardon, combien d'hectares sont actuellement consommés au niveau national. Donc là, on compte les hectares, mais les autres éléments, c'est une fois qu'on a compté les hectares, une fois qu'on a une trajectoire au niveau national, comment on est capable de faire au niveau local. Un des moyens qui est toujours mis en avant, c'est celui de mettre en place une stratégie foncière, de dire, bah oui, la collectivité doit avoir un impact, une implication beaucoup plus marquée sur les questions de gestion du foncier. Elle doit connaître son territoire, elle doit savoir comment ça s'est fait, où est-ce qu'on a urbanisé, à quelle fréquence, et surtout pour y gagner quoi. On verra ces points-là après derrière. Et un des autres éléments, c'est réaliser tout un dispositif de suivi au niveau local pour mieux comprendre la trajectoire, expliquer, savoir et pouvoir la rétablir. J'aurai quelques exemples après, mais la question, c'est vraiment de dire, en temps réel, je suis capable de connaître mon territoire, je suis capable de savoir où il va, et je suis capable de maîtriser la trajectoire à court, à moyen et à long terme. Donc, pour réaliser ce dispositif de suivi, un des rendez-vous, c'est la réalisation du rapport triennal. Donc, de dire, tous les 3 ans, chaque collectivité doit faire le bilan. Donc, voilà pour le contexte. Sur le rapport triennal, on va voir justement quel est le contenu attendu sur la forme et sur le fond. Comment vous pouvez répondre, comment vous pouvez remplir ce rapport triennal. Et puis après, comment interpréter les données. Et surtout, en fait, à quoi ça sert ce rapport. Premièrement, on va parler de la forme. Donc, il y a quelques étapes obligatoires. Le rapport doit être fait au moins tous les 3 ans par la commune, le PCI compétent en matière de documents d'urbanisme. Donc, selon les cas, la communauté, enfin le PCI, et selon les cas, si vous avez un PLU communal, c'est par la commune. Il faut voir que ce rapport doit donner lieu à une délibération avec vote de l'organe compétent, le PCI ou commune selon les cas, avec du coup un débat. Le rapport doit être fait, présenté, débattu, voté. Après, le rapport est publié et envoyé sous 15 jours au préfet. Donc voilà pour la question de la forme. Je ne vais pas préciser dans la slide, mais normalement, les rapports triennaux doivent être finis pour fin août. Voilà, donc désolé pour les délais, mais voilà, c'est ce qui est censé être fait. Une fois qu'on a parlé de la forme, on va parler un peu du fond. Euh, donc, le rapport doit être produit à minima tous les 3 ans. Il faut bien avoir en tête que à minima tous les 3 ans, c'est pas forcément sur les 3 dernières années. Ça peut être aussi sur les 10 années précédentes. Donc, ça doit porter au moins sur 3 ans, mais on vous conseille quand même de mettre dans une perspective historique un peu plus importante. Donc ça, c'est pour la période. Les éléments. Alors, premièrement, il faut avoir la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, qui est exprimée en nombre d'hectares, ça c'est obligatoire, ou en pourcentage du territoire, qui est une donnée qui est optionnelle. Cette consommation, elle peut être répartie entre nature, agricole et forestier, naturel, pardon, agricole et forestier. Et ça encore, c'est quelque chose qui est optionnel. Troisième élément, le rapport peut, donc optionnel encore, compter la renaturation du territoire. Je vais, donc, on parle de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc, c'est les données qui sont présentes sur le portail national de l'artificialisation. On vous demande, enfin, il y a possibilité aussi de mettre l'artificialisation. Donc, l'artificialisation, c'est une notion un peu différente qu'on devra utiliser à partir de 2031. Donc, évidemment, l'artificialisation devra être dans ce rapport triennal. Mais aujourd'hui, comme les chiffres ne sont pas disponibles, et que ce n'est pas un objectif aujourd'hui au niveau national, l'artificialisation en nombre d'hectares devra être comptée à partir de 2031. Et c'est la même chose pour l'imperméabilisation. Dernier élément, il faut compter
le lien entre trajectoire effective, à faire le rapport entre la trajectoire effective et la trajectoire prévue par le document d'urbanisme. Alors là, on est sur, c'est optionnel tant que le document d'urbanisme n'a pas établi cette trajectoire. Donc, dans les nouveaux documents d'urbanisme, pris en accord avec le SRADET, les SCOT, etc., qui ont été modifiés par la loi climat et résilience, il y a une trajectoire qui est demandée. On n'est plus sur le fait de dire vous avez, euh, vous avez 20 ou 25 hectares que vous allez consommer, c'est plutôt à quelle fréquence, comment, etc. Donc, le rapport triennal, c'est faire le lien entre ce qui était prévu d'un côté par le PLU et ce qui se fait en réalité sur le territoire. Donc voilà, la forme, le fond. Ce qu'il faut bien voir, c'est que du coup, sur le contenu, on est quand même sur quelque chose de relativement light. Aujourd'hui, si vous reprenez les éléments précédents, la seule chose qui est vraiment obligatoire, c'est le nombre d'hectares consommés sur votre territoire. Donc la question, c'est pas vraiment ce que doit contenir le rapport. Il est relativement simple de faire un rapport qui peut se mettre en accord avec la loi. Par contre, la vraie question, c'est qu'est-ce que ça peut apporter. Donc, on vous invite vraiment à le faire de manière sérieuse, vous positionner, être capable de comprendre votre territoire, de rétablir la trajectoire au cas où, et ne pas le faire uniquement pour se débarrasser d'une formalité à faire. Donc, il faut vraiment que le rapport soit vu comme un diagnostic de territoire, un diagnostic en continu d'aménagement. Donc, c'est à la fois un pré-diagnostic de PLU, et, à un moment ou à un autre, vous allez réviser votre PLU, vous allez le modifier, il va y avoir des changements. Il faut voir ce rapport triennal comme une manière d'anticiper le diagnostic qui va être fait dans le cadre du PLU. Et c'est l'occasion aussi de suivre sa stratégie foncière. Alors, c'est l'occasion de suivre sa stratégie foncière, ou alors c'est l'occasion de faire un bilan de la stratégie foncière qui est déjà mise en place sur le territoire. Il faut rappeler aussi que vous avez un bilan du PLU qui est obligatoire tous les 6 ans et un bilan un peu plus light tous les 3 ans. Donc, ce rapport, c'est aussi une manière d'évaluer votre document d'urbanisme. Avec une question toute simple, hein, c'est est-ce que votre document d'urbanisme, il est encore d'actualité ou est-ce qu'il ne l'est plus du tout? Et donc, au-delà de ça, ce qu'on vous invite à faire, c'est de ne pas forcément poser la question du combien. C'est OK, vous avez un nombre d'hectares qui a été consommé sur votre territoire, mais la question, est-ce que vous pouvez apporter à un niveau local, c'est vraiment la question du pourquoi. Ça veut dire, est-ce que, OK, on a consommé 10 hectares, mais pourquoi faire? Voilà, clairement, on parle de l'artificialisation qui est problématique, etc. Mais la question n'est pas est-ce que l'artificialisation est problématique? C'est aussi, à un niveau local, qu'est-ce qu'on gagne, à un niveau local, à un niveau global, qu'est-ce que, entre guillemets, on gagne par rapport à l'artificialisation? 10 hectares ont été artificialisés, OK, mais qu'est-ce qu'on a gagné en échange? Est-ce qu'on a gagné des entreprises? Est-ce qu'on a gagné des logements? Est-ce qu'on a gagné des équipements? Et surtout, combien? Et une fois qu'on a répondu à ça, est-ce qu'il y a possibilité de faire mieux? Donc, c'est vraiment sur ces questions-là qu'on vous invite à vous concentrer. Donc, quelques exemples. Un territoire a consommé 10 hectares sur ces 3 dernières années. Le PLUI avait prévu 12 hectares. Donc, voilà, vous avez 80% de l'objectif maximal qui est prévu dans le PLU, qui a été réalisé ou qui a été atteint. Trois explications. Premièrement, la commune a lancé 2 lotissements, une zone d'activité. Voilà, ça explique les 10 hectares. Donc ça, pas de problème, ça veut dire que c'est des projets qui sont en cours et qui vont se faire dans le cadre du PLU. Par contre, il y a encore 3 terrains de 3 hectares qui sont en cours et il y a des promoteurs qui se sont positionnés. Là, ce deuxième élément, ça amènerait plutôt des interrogations sur la trajectoire. C'est-à-dire que potentiellement, la collectivité risque de ne pas atteindre la trajectoire maximale qu'elle avait prévue dans le document d'urbanisme. Deuxième explication, par exemple, ces 10 hectares, la commune n'a rien consommé. Par contre, il y a eu un contournement routier qui a été fait sur ce territoire
Et donc, la commune est entre guillemets pas responsable. Alors, ça doit quand même compter dans le cas du PLU, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas eu de projets qui ont été lancés, qu'on est, et que potentiellement, dans les prochaines années, il n'y aura pas de consommation d'espace. Troisième explication, 10 hectares, euh, il y a eu des éléments qui ont été faits, des lotissements, mais par contre, le PLU parlait d'objectifs de croissance de population. Et seuls 10% a été rempli. Voilà. Les lotissements ont été peu denses, beaucoup moins denses que ce qui était prévu, etc. Donc là, ça veut dire que peut-être qu'il faut remettre en cause le PLU, le règlement qui était fait, discuter un peu plus avec les promoteurs, etc., etc. Alors les trois cas, les trois explications sont totalement fictifs. Mais vous voyez vraiment l'apport que le local peut avoir par rapport aux chiffres. Et clairement, nous, on crée les chiffres au niveau national, on a une plus-value technique de mettre en commun tout ça, mais l'explication, le projet territorial, ça peut être fait uniquement au niveau local. Euh, Peut-être, je vois qu'il y a 40, il y a 50 éléments dans le chat. Je propose de faire peut-être une première pause pour répondre aux questions. Nathalie. Oui, tout à fait. Je pense que ce serait bien. Il y a pas mal de questions sur le moment, enfin, l'autorité compétente pour réaliser le rapport et à partir de quand elle est compétente, notamment, est-ce que c'est au moment du transfert de la compétence PLU à l'interco, Mhm, notamment pour les communes en RNU ou celles qui ont un ancien poste ou une carte communale, mhm, ou c'est au moment où le PLUI est adopté. En gros, ce sont ce type de questions-là. Après, il y a effectivement pas mal d'autres questions. Sur les sanctions, est-ce qu'il y a une sanction quand on n'a pas le temps aujourd'hui de mhm, délibérer avant la fin août? Est-ce que la loi prévoit une sanction ou pas sur le fait de ne pas produire la délibération qui prend en compte le vote et sur le rapport triennal ou pas? mhm. Et puis d'autres questions sur les données. Enfin bon, ça. Bah, donc il y a eu quelques réponses du CEREMA déjà dans le chat, mais Ouais. je vous laisse répondre. D'accord. Alors, premièrement, sur la compétence, normalement, c'est qui a la compétence en matière d'élaboration du document d'urbanisme. C'est-à-dire, si la compétence a été transférée, même s'il n'y a pas de PLU qui est en cours, a priori, ce serait le PCI. Alors après, je vous dis bien du a priori, je ne suis pas juriste. Donc ça, c'est le premier élément. Il n'y a pas de sanctions qui sont prévues aujourd'hui. Voilà. En réalité, voilà, il faut voir que les délais ont été à la fois très courts et très longs, puisque le rapport est prévu depuis la loi climat et résilience de 2021, mais ça fait partie des éléments qui sont passés un peu à la trappe. Par rapport à toute la question du ZAN, de comment l'appliquer, etc., le rapport triennal a été un peu en retrait jusqu'à présent. Donc voilà, je vais être honnête avec vous, si vous n'avez pas commencé aujourd'hui, pour l'échéance de fin août, ça risque d'être compliqué. De la même manière, donc, euh, donc voilà, après, ça c'est un point de vue personnel, c'est pas du tout le point de vue des services de l'État. Et ça sera à voir avec votre DDT, votre préfecture locale. Mon point de vue en tant que technicien, c'est qu'il vaut mieux faire un bon rapport avec quelques mois de décalage plutôt que de remplir une feuille très rapidement juste pour avoir coché la case. Hmm. Ouais. Il y a aussi des questions sur la façon dont on calcule la surface consommée. Mais ça, c'est une question récurrente, hein. Oui, Est-ce qu'on regarde juste le permis de construire délivré ou est-ce qu'on prend d'autres données que celles du permis de construire? alors, les données qui font foi en matière de trajectoire nationale, c'est les données du portail national de l'artificialisation. Je vais présenter après toute la question des données, mais voilà, réponse rapide, c'est celle-là. Par contre, il y a énormément de sources de données, notamment les permis, qui qui peuvent enrichir la connaissance. Vraiment, gardez en tête que ce qui est important, c'est vraiment plutôt les conséquences politiques que vous aurez, quoi. C'est-à-dire,
comment on arrive à mieux comprendre le territoire et comment on est capable de prendre des décisions politiques demain qui vont aller dans le bon sens. Après, il y a aussi une question qui est importante, c'est sur le qui porte en fait le foncier entre guillemets consommé. Dans le cadre Mm. d'un PLUI, est-ce que c'est l'Interco ou est-ce que ce sont les communes qui sont traversées par le... Là, en l'occurrence, il est fait état d'une déviation routière. Mm. Qui porte le foncier consommé? Alors, ça, c'est dans le cadre du document d'urbanisme où normalement la répartition est faite. Voilà, le document d'urbanisme. Par contre, c'est vraiment une des questions qui va être centrale dans le cadre du PLUI, c'est entre guillemets pourquoi ça a été fait dans le cadre pardon, du rapport triennal. C'est-à-dire en fait pourquoi ça a été fait. Le contournement routier, ok, il a lieu sur une commune. Il n'est pas juste de l'imputer à la commune, peut-être même il ne sera pas juste de l'imputer à l'EPCI, mais c'est des éléments qui viendront aussi compléter la compréhension du territoire. Et éventuellement, après, alimenter le futur PLU, etc., etc. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur les données. Je vais peut-être continuer, à moins qu'il y ait d'autres questions de fond. Je suis désolé, je n'arrive pas à lire le chat en même Non, temps. non, mais c'était plutôt autour de ces questions-là. Mais Mm. oui, je crois que c'est pas mal de questions sur les données, effectivement. Bah alors, je vais passer à la partie où je vais parler des données, puis et prendre là-dessus. Je vois juste une remarque qui est très pertinente. C'est l'approche uniquement FIGE du portail de l'Artif doit-elle être affinée au regard de la réalité du terrain? Et justement, oui, c'est l'un des gros apports. C'est l'un des gros apports, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez apporter de plus par rapport au national. C'est vraiment l'approche terrain. Donc, alors la question, c'est comment produire ce rapport? Donc, on vous a dit, obligation légale, c'est suivre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, exprimés en nombre d'hectares. Voilà, donc c'est ça. L'objectif étant de regarder la trajectoire, éviter les risques de dérapage. Alors, le décret parle clairement de s'appuyer sur l'Observatoire de l'artificialisation. Donc, dans ce portail, il y a toute la question de... En fait, le plus simple, c'est peut-être que je vous ferai. Désolé, je n'ai pas prévu de le faire en direct, mais je vais le faire. De vous montrer directement le tableau de bord de l'artificialisation. Alors, j'ouvre. Donc, sur le portail artificialisation développement durable, que, voilà, qu'on vient de remettre à jour. Vous pouvez tomber dans mesurer, hop, visualiser les données. Premier, donc, pardon, je vais revenir. Télécharger les données, c'est ceux qui souhaitent avoir les données en format Excel, commune par commune. Mais par contre, vous avez deux éléments ici. Premièrement, la cartographie, une cartographie dynamique qui permet de voir commune par commune. Je vais prendre mon département. Hop, hop, du côté du bassin minier. Alors, évidemment, comme toute présentation en live, il y a toujours, ça rame toujours un peu. Mais voilà. Bon, alors vous allez devoir me croire sur parole. Vous pouvez cliquer sur votre commune, avoir les éléments qui vont avec, avoir la consommation d'espace répartie entre habitat et activité, et les mettre au regard et la mettre au regard après de tout ce qui est évolution de,
tout ce qui est évolution de la consommation. Voilà. Bon, alors vous gardez en tête, ça ne marche pas en même temps que vous faites une présentation. Je vais passer du coup plutôt au tableau de bord qui présente les mêmes données, hein. C'est les mêmes données aussi que vous pouvez télécharger. Par exemple, si je regarde le Doubs, vous prenez la communauté d'agglomération de Montbéliard, vous avez la trajectoire répartie entre habitat, activité, mixte, les infrastructures et ce qu'on ne connaît pas. Voilà. Et vous êtes capable de voir aussi commune par commune ce que ça donne. Donc, trois modes. Premièrement, le téléchargement des données brutes, qui est parfois un peu austère, hein, clairement, on comprend ça. Et vous avez deux modes qui permettent de de mieux comprendre et d'avoir des données un peu plus faciles à voir. Donc, je vais être presque provocant, mais dire votre rapport, en fait, c'est quasiment, vous prenez un screenshot de ce tableau de bord et vous avez la réponse. Mais voilà, tout mon propos, c'est quand même de présenter qu'on est capable de faire un peu mieux que uniquement donner un chiffre et à envoyer au préfet. Donc voilà, le décret propose de s'appuyer sur cet observatoire de l'artificialisation pour être capable de présenter, de récupérer ces données brutes pour en faire un rapport. Donc, voilà. Mais un nombre d'hectares par commune, c'est bien, c'est un premier élément, mais ce qui est important, c'est toujours le contexte dans lequel on le met. Je veux dire, en fait, oui, la question du pourquoi. Pourquoi on a consommé? Donc, il y a bien la question, dans les données, on, on vous demande d'utiliser les données de conso d'espace nationales, mais vous avez aussi l'OCHDE qui est en cours de déploiement par l'IGN et qui permet aussi de voir sur un territoire de manière plus précise quels ont été les espaces consommés. Les données INSEE, évidemment, quelle a été la variation de population, la variation de ménage, d'emploi, est-ce que vous avez des taux de logements vacants, etc., etc. Les fichiers fonciers, c'est des données qui sont LDV3F, c'est des données qui sont très détaillées. Vous avez énormément de choses dedans, liées à la vacance, liées au changement de destination, liées au prix, etc., etc. C'est des éléments encore de contexte qui sont intéressants. On parlait tout à l'heure des données de permis de construire. Alors attention, les données de permis de construire ne reprennent pas la totalité de l'artificialisation. On parlait d'un contournement routier tout à l'heure. Un contournement routier, vous n'avez pas besoin de permis de construire. Pourtant, c'est quand même de l'artificialisation. Donc, de la même manière, un permis qui est accordé ne sera pas toujours un projet réalisé. Donc, il y a un certain nombre de décalages entre les données de consommation d'espace d'un côté et les données citadelles des MATDS, enfin, les données de permis de construire. Mais ce qui n'empêche pas que c'est quand même une source qui est intéressante. Les données de conso d'espace s'arrêtent au 1er janvier 2023. Si sur 2022, 23, 2024, vous avez vu sur votre commune un afflux de permis de construire, ben, vous savez que ça fait partie des éléments de contexte et des éléments d'alerte sur la trajectoire. Ou à l'inverse, si pendant les données, les années dans lesquelles on regarde la consommation d'espace, il y avait beaucoup de permis et il n'y en a plus aujourd'hui, ben, c'est pareil, c'est un élément de contexte, un élément d'alerte, etc. Les documents d'urbanisme sont intéressants. Encore une fois, on disait, bah, où est-ce que vous en êtes de votre document d'urbanisme? Bah, la question, c'est combien de zones AU sont encore libres? Il y a eu, normalement, dans le cadre de votre PLU, une étude sur les capacités de densification. Combien de, combien de parcelles sont libres? Lesquelles peuvent donner lieu à de la construction, etc. Ben oui, où est-ce que vous en êtes? OK, il y a eu, vous avez consommé un hectare alors que le PLU en prévoyait 20. Mais en fait, pourquoi? Est-ce que c'est problématique puisque ça veut dire que vous n'avez pas réussi à atteindre l'attractivité qui était prévue par le PLU? Ou est-ce que finalement, vous avez fait beaucoup mieux? La-
Et finalement, et est-ce qu'il reste? Comment ça va se passer? Comment vous pensez aujourd'hui que ça se passera dans les 10 ou 15 prochaines années? Entre autres, dans les autres types de données, euh, vous avez les données de consommation d'espace de l'Observatoire national, mais il y a parfois des outils locaux, des référentiels fonciers, des MOS, etc., qui permettent d'avoir d'autres chiffres de consommation d'espace. Ben voilà. OK, bah, du coup, que donnent ces données-là? Après, vous avez possibilité aussi de regarder par des photographies aériennes ce qui a changé au niveau territorial, etc., etc. Donc, encore une fois, c'est l'occasion de faire le point tranquillement au niveau du PLU. Donc, je reviens du coup sur le dernier point. Euh, c'est d'ailleurs une position commune des services de l'État. C'est OK, on est capable de créer des données nationales, qu'on est capable de vous décerner un niveau local, mais vous pouvez avoir d'autres sources de données permettant de calculer la consommation d'espace. Donc, vous pouvez utiliser ces données locales à condition qu'elles rentrent dans le cadre de la loi, évidemment, et surtout euh, qu'elles permettent d'avoir des mesures homogènes cohérentes qui permettent de suivre la consommation d'espace à la fois sur la période 2011-2021 et sur la période en cours, c'est-à-dire 2021-2030. Il y a une start-up d'État qui est payée au niveau des GLN, enfin, au niveau ministère de l'Environnement, qui est un outil qui aide justement à établir le bilan de la consommation d'espace. Donc vous pouvez, en cliquant dessus, vous montrer directement. Mon diagartif, ça permet sur un territoire, donc il y a plein de choses, il y a plein de choses différentes, je ne vais pas forcément rentrer dedans, mais vous avez vos premiers bilans et avec la capacité de créer un rapport triennal local. Donc ça vous aide sur cette partie chiffres, mais gardez bien en tête que l'apport que vous êtes capable d'avoir, c'est d'aller au-delà des chiffres. Vraiment de parler de cette question du pourquoi on a artificialisé, et la connaissance du territoire, il n'y a que vous qui pouvez l'avoir. Donc, mon diagraphie, c'est très bien parce que ça vous aide à passer au-delà des chiffres, mais voilà, ça ne vous aidera pas à faire un diagnostic avec une connaissance qui ne dépend quasiment que de vous. Je vais peut-être faire un deuxième temps de pause avant de repartir. Oui, 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 allez-y, allez-y. Donc, il y a pas mal de questions encore qui reviennent sur la compétence pour rédiger le rapport, hein, mais avec Ouais. des, apparemment des interprétations de DDT localement qui renvoient bien à la compétence du maire ou du président de l'interco doté d'un Mhm. PLU ou d'une carte communale. Donc, ce qui voudrait dire qu'effectivement, si un PLUI est en cours d'élaboration et qu'il y a des PLU en cours, enfin déjà Mhm. adoptés sur le périmètre de l'interco, ce serait plutôt aux communes qui ont déjà le PLU de le faire et pas l'interco. En fait, c'est pas le transfert qui Mhm. entraîne l'obligation, mais bien le fait qu'un maire soit doté déjà dans sa commune d'un PLU. D'accord. Dans tous Voilà. les cas, voilà, Bon, en tout cas, ça, voilà. Et la question revient pour les communes en RNU à chaque fois. Donc, alors, commune en RNU, c'est normalement l'État qui l'établit. voilà. Donc là, Ça, apparemment, des DDT disent l'inverse. Donc, voilà. C'est pas mal de le clarifier. d'accord. Bon, bah, ça, je remonterai du coup au niveau ministère pour clarifier tout ça, notamment la question de la compétence enfin, la question de la compétence premièrement et la question des communes au RNU, Exactement. je note bien que c'est pas forcément clair pour les DDT. Voilà. Et puis, il y a une question aussi intéressante sur les constructions illégales. Est-ce qu'elles comptent ou pas?
même si elles sont illégales. Euh, c'est compliqué et je vais avoir du mal à avoir une réponse claire. Euh, alors, sur le portail national de l'Artif, on ne compte pas on ne compte pas ça. Après, d'un autre côté, construction légale ou illégale, vous avez quand même des impacts qui sont sur le territoire. J'ai envie de dire que ça fait partie de la connaissance locale qui est à mettre un petit paragraphe dans ce rapport. Mais voilà, mais là-dessus, j'ai du mal à avoir, j'ai du mal à avoir une réponse très claire là-dessus. Si vous avez un vrai problème de fond de construction illégale, vous pouvez l'inscrire dans le rapport triennal, mais dans tous les cas, c'est plutôt un problème de fond à gérer par ailleurs. Euh, Après, il y a encore des questions ouais. sur le périmètre de ce qu'on compte. Est-ce que c'est la maison toute seule sur une parcelle ou c'est la maison et le jardin? Ce genre de considérations, en fait, qui reviennent assez souvent. D'accord. Alors bon, ça, mes collègues, je vois qui répondent de manière assez, qui répondent de manière assez active. Mais sur la question de la conso d'espace et aujourd'hui et de l'artificialisation demain, on prendra toujours maison plus jardin. Il faut bien voir en fait la consommation d'espace comme des espaces qui sont retirés. Enfin, vous avez deux types d'espaces. Premièrement, naturel, agricole et forestier, et d'autre part, le reste. Donc, un jardin, c'est ni naturel, ni agricole, ni forestier. Donc, c'est urbanisé. Il faut vraiment le voir comme ça, c'est-à-dire en négatif des terrains naturels, agricoles et forestiers. Après, il y a la question aussi des ombrières photovoltaïques et de l'éolien. Comment Ouais. on les compte? Éolien, c'est actuellement compté comme urbanisé. Ombrière photovoltaïque, vous avez un décret, un arrêté, pardon, qui classe, selon les caractéristiques, qui le classe dans le consommé ou pas dans le consommé. Et pareil, il y aura toujours la question de sur quel type de terrain ces ombrières ont été réalisées. Des ombrières photovoltaïques qui sont faites par des terrains agricoles, sur des terrains agricoles, c'est de la consommation d'espace. Des ombrières photovoltaïques qui sont faites sur des friches, ça ne compte pas. Mais pareil, avec l'arrêté, même si vous le faites sur des zones naturelles, agricoles et forestières, ça peut ne pas compter à condition de respecter un certain nombre de caractéristiques qui sont liées à la hauteur, au type de construction, au type de plot, etc., etc. Merci beaucoup. Alors, je regarde les autres questions. Bon, manifestement, il y a quand même un sujet sur le type d'informations qui reviennent des DDT sur ces questions-là, en fait. Ouais. Donc, sur le fait que les constructions illégales soient ou non comptées. Mm. Voilà. Donc, après, il y a la question du bâti agricole qui revient souvent aussi. Est-ce qu'on compte le bâti agricole ou pas? Et aussi la période de référence pour compter les surfaces consommées et Mm. artificialisées. Et notamment les 3 années du rapport triennal, enfin, jusqu'où on part en arrière et à quel moment on s'arrête. Alors, je vais d'abord répondre sur les 3 années. La théorie, c'est que vous êtes sur 2024, 2023, 2022. En pratique, vous avez vu, les données qui sont sur le portail national vont jusqu'au 1er janvier 2023. Donc bah voilà, vous faites avec l'existant. De la même manière, la loi demande les 3 années, mais ne précise pas quelle est la période de référence. Et clairement, pour le premier rapport, on vous conseille d'aller le plus loin possible. Voilà. Peut-être que vous irez jusqu'à la période d'approbation, vous irez jusqu'à la période d'approbation du PLU, l'année d'approbation du PLU, ou peut-être même avant. Ouais. Pour le premier, on vous conseille quand même d'aller le plus loin possible.
Alors, je lis justement la remarque de Méry de Valfouson. L'agrivoltaïsme ne compte pas dans la conso d'espace. Alors, c'est selon ses caractéristiques, mais il y a bien un arrêté qui classe ou non les panneaux photovoltaïques dans l'agrivoltaïsme ou pas. Donc, c'est l'agrivoltaïsme ne compte pas, et il y a un arrêté qui dit ce qui est l'agrivoltaïsme. Donc, vous avez raison tous les deux. Alors, sur ce point, je crois qu'effectivement, le décret et l'arrêté sur comment on compte le photovoltaïque au sol sur les terrains Mm. agricoles est sorti en décembre, je crois, fin décembre 2023. Ouais. Donc, vous le retrouvez sur Légifrance. Et donc, effectivement, l'arrêté décrit les caractéristiques des installations photovoltaïques en termes de, voilà, de gabarit et d'écartement entre les différentes installations pour que cette installation sorte du décompte. Mais il faut que l'opérateur aille remplir les caractéristiques de son installation sur un portail national aussi. Mm. Donc il y a tout un système quand même pour échapper au décompte ZAN de l'installation photovoltaïque en zone agricole qui est quand même requis dans le cadre du décret de l'arrêté. Mm. À défaut, c'est à la collectivité d'aller vérifier que les caractéristiques sont bien remplies. Tout à fait. Mm. Voilà. Tout à fait. Voilà. Alors, je suis désolé, ça défile un peu vite pour moi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou est-ce que je passe à la suite? Alors, il y a toujours les questions des pistes cyclables, des chemins, enfin, en gros, des voies vertes, des Mm. pistes de ski, des golfs, voilà, de toutes ces zones qui sont un peu intermédiaires, Ouais. qui sont difficilement qualifiables en fait. Oui. Alors, selon les cas, vous avez sur le portail de l'artificialisation ce que nous, on compte ou pas. De la même manière, dans le CLGE, vous aurez un classement. Qu'est-ce qui comptera, qu'est-ce qui ne comptera pas. À titre d'exemple, nous, le golf, on ne le compte pas. Mais par contre, c'est pas parce qu'on ne le compte pas que ça n'a pas d'impact. Et quand je parlais de connaissances locales, quand je parlais d'éléments que vous pouvez apporter à la connaissance dans le cadre de ce rapport, oui, ça fait partie. Ça fait partie des éléments que vous pouvez ajouter. Je veux dire autrement, c'est pas parce que ça ne compte pas que ça n'a pas d'impact, et c'est pas parce que ça compte que ça a un impact maximal. Vous faites une route ou un parking, ça n'a pas le même impact qu'un golf ou qu'une piste cyclable. Voilà, parce que c'est plus large, parce que c'est pas au même endroit, etc., etc. Et vraiment, la philosophie de ce rapport triennal est justement d'apporter de la nuance. Au niveau national, nous, on ne peut compter que 1 hectare égale 1 hectare. On est obligé, chaque, euh, pour chaque élément, de les mettre dans des cases, urbanisées ou pas. Au niveau local, c'est ça que vous pouvez apporter, c'est-à-dire la nuance de rappeler qu'un hectare urbanisé n'est pas forcément égal en termes d'impact à un autre hectare urbanisé. Et voilà. Et clairement, sur tous ces éléments là-dessus, il faut vraiment garder en tête qu'on a dû à un moment ou à un autre, qu'on a dû à un moment ou à un autre mettre dans des boîtes des choses qui auraient peut-être mérité un peu de nuance et du gris entre le blanc et le noir. Après, il y a une question, mais ça vous allez le voir plus tard peut-être, juste après, c'est Ouais. quel est l'impact de cette analyse de la consommation d'espace et de l'artificialisation des sols sur la façon dont on élabore son document d'urbanisme. Est-ce qu'en gros, ça induit une révision immédiate en fonction de ce qu'on a trouvé, entre guillemets, sur la Mhm. trajectoire ou pas? Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'impact légal du rapport sur une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme, en fait. Non, 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 il faut vraiment en fait lier ce rapport triennal à l'obligation d'évaluer régulièrement les PLU et PLUI. Donc, et de la même manière que l'évaluation des PLU, PLUI n'entraîne pas obligatoirement, enfin, si jamais vous faites votre évaluation des PLU, PLUI, vous vous apercevez qu'il y a des trucs qui clochent, ça ne veut pas dire que obligatoirement vous devez réviser. Bon, après, le bon sens va vous amener à un moment ou à un autre à réviser. Mais il n'y a pas d'obligation
de révision qui vont ressortir du rapport. C'est pareil, c'est le rapport fait, mais les éléments, mais des éléments d'observation qui serviront à un débat politique. Et le débat politique, c'est bien une des questions qui va se poser. C'est est-ce qu'il faudra ou non réviser le document d'urbanisme? Mais il n'y a pas d'obligation. C'est toujours les élus qui décideront ce qui est voilà. Qu'est-ce qu'ils feront de ça? Je vais donc partir après sur les analyses possibles dans le cadre du document d'urbanisme. Alors, pareil, on a parlé des types, de ce que ça pouvait apporter, mais je vais vous donner des items. Alors, pareil, vous avez vu, hein, rien n'est obligatoire, mais c'est plutôt des éléments de réflexion pour arriver à construire ce rapport. Alors, le premier élément, c'est pourquoi on consomme de l'espace. Pour de l'habitat, pour de l'activité, pour des infrastructures, des équipements. Donc, ces quatre éléments-là, vous les avez sur le portail de l'article. Ben, vous savez, ben voilà, au niveau national, on a ça. On a consommé X en habitat, X en ferroviaire, X en route, etc. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau local? Pour aller plus loin, on l'a un peu effleuré tout à l'heure, mais il y a un angle d'analyse qui est très intéressant, c'est qui consomme de l'espace. Dit autrement, qui était maître d'ouvrage? En quoi le politique communal, intercommunal, départemental, régional, etc., est intervenu dedans? Ça donne aussi des éléments sur les prises que vous pouvez avoir. On a déjà eu des dialogues avec des élus locaux, PCI, etc., qui disaient, bah non, moi je n'ai pas consommé. Et en fait, quand on commence à ouvrir la boîte, euh, en accord avec l'élu, bah, il s'est aperçu qu'il y avait eu un contournement qui s'était fait, puis la zone d'activité qui était intercommunale, elle s'était agrandie sur son territoire communal, et puis qu'en fait, il y a eu trois terrains qui ont été vendus et qui étaient en train d'être construits. Voilà. C'est des éléments dont ça ne veut pas dire que c'est. Enfin, on va toujours être clair. Une consommation forte sur un territoire, le but, c'est pas de mettre la faute sur quelqu'un. Le but, c'est de voir qu'est-ce qui s'est fait, par quel mécanisme, et est-ce qu'on peut agir sur ces mécanismes-là. L'autre angle qui pour moi est primordial, c'est vraiment la question de l'efficacité. Ça veut dire, on artificialise, mais qu'est-ce qu'on gagne? On sait ce qu'on perd. On perd un nombre d'hectares, mais qu'est-ce qu'on gagne en échange? Combien de population? Combien d'emplois? Combien d'accueils? Combien de ménages on a pu accueillir? Et derrière ça, quelle efficacité? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Lorsque vous faites un lotissement de 3 hectares dans lequel vous avez 9 maisons, bah, peut-être qu'il y avait possibilité de faire mieux. Si vous avez consommé 20 hectares, mais que finalement, c'était à la fois pour combler le retard en matière de logement social, avec une densité qui était satisfaisante, avec un cadre de vie qui était satisfaisant, bah, peut-être que, entre guillemets, c'est pas si grave que ça. Donc voilà, les éléments, qu'est-ce qu'on a gagné en échange, sont super importants. On peut aller plus loin après. Où est-ce qu'on consomme de l'espace? Alors, ça s'adresse plutôt au PLUI. Dans les PLUI, un premier travail qui est fait, c'est plutôt la répartition en termes de pôles. Combien on construit dans le centre, combien on construit en périphérie, quelle part pour l'habitat, quelle part pour l'activité, etc. Alors, même si on rentre entre guillemets dans les clous de ce qui était prévu, est-ce que finalement la localisation des projets est conforme à ce qui était prévu? C'est pas pareil de dire, bah, en fait, on a fait 5 hectares dans le centre pour une zone d'activité et 5 hectares dans les communes autour, ou de dire, mais en fait, finalement, il n'y a eu que 10 hectares qui s'est fait, rien dans le centre, et on s'est plutôt étalé sur des communes dans lesquelles on a dépassé ce qu'on avait prévu. De la même manière, ce qu'on n'est pas capable de produire, nous, au niveau national, et qui est très important à un niveau local, c'est quelle est la part de renouvellement urbain. Sur nos chiffres, tout ce qui est dents creuses compte comme de la conso d'espace. Mais encore une fois, je vous ai dit, c'est pas parce que nous, on calcule en nombre d'hectares qu'au niveau local, l'impact d'un hectare en dents creuses est le même qu'un hectare en extension.
Donc, c'est des éléments qui peuvent permettre de moduler le chiffre qu'on produit au niveau national. Un angle d'analyse que l'on n'a pas et qui est prévu par la loi du Sénat de juillet dernier, c'est la question du calcul de la renaturation. Aujourd'hui, on n'a pas de base de données au niveau national qui nous permettent de calculer cette renaturation. Par contre, à un niveau local, si vous avez mené des projets, c'est des éléments qui est important de, de noter et de mettre à disposition à la fois du public et la DVT du préfet. Donc, des éléments au niveau local. Et après, la question, c'est quelle perspective? Est-ce qu'il y a des projets en cours? Quel est leur stade d'avancement? De la même manière, quelle est la partie de coût partie? Ok, vous apercevez aujourd'hui que sur les 5 hectares prévus par votre document d'urbanisme, vous en avez déjà consommé 5. Mais est-ce que vous avez des lotissements en cours qui vont alourdir le bilan dans les prochaines années? Est-ce que vous n'en avez pas? Est-ce que, est-ce que les projets sont avancés? Est-ce que finalement, oui, dans 2 ans, les premières maisons vont être livrées? Etc., etc. Donc, c'est à la fois une question sur le nombre d'hectares, mais c'est aussi une réflexion sur les projets qui sont en cours. Voilà, la zone d'activité, finalement, comment elle a avancé? Était prévu, vous aviez prévu un accueil de 20 entreprises. Est-ce que ces 20 entreprises sont arrivées? Ou est-ce que le retard pris dans les travaux a fait que, etc., etc. Donc, à la fois une question de prospective, à la fois aussi un bilan des aménagements qui sont présents dans votre collectivité. Il y a eu la question qui est sortie tout à l'heure. Voilà. L'Observatoire de l'artificialisation, on fait aujourd'hui à une échelle nationale, on utilise les données qui sont disponibles, on utilise des données qui sont fiscales avec des partis pris, voilà. Et on crée un chiffre, mais il peut y avoir des interprétations différentes. Donc le rapport, ça peut être le lieu pour consigner, pour mettre en avant ces différentes interprétations. Donc, sur les données modélisables, vous avez bien les données de l'observatoire. Il faut aussi garder en tête que dans le cadre de cet observatoire, euh, toutes ces, euh, on crée toutes ces données, mais on crée aussi pas mal d'analyses qui vont derrière. Donc, les 3 dernières, c'était une analyse nationale, la question du lien entre consommation d'espace et documents d'urbanisme. On a fait un travail sur le logement social et sur les opérations de manière générale. Donc, on vous invite à consulter ça. Ça vous donnera peut-être des angles d'analyse. Alors, encore une fois, il n'y a pas d'obligation de prendre la totalité de ça. Mais la question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous devez savoir sur votre territoire? Et je vais le dire de manière peut-être un peu provocatrice, mais réaliser un document d'urbanisme, c'est compliqué, c'est long et c'est parfois conflictuel. Vous avez l'occasion de faire un diagnostic hors d'une période dans laquelle vous avez 100 000 choses à faire. Alors, je ne dis pas que vous n'avez pas 100 000 choses à faire dans d'autres thématiques, mais au moins sur l'urbanisme, c'est l'occasion, on va dire, de réfléchir de manière plus reposée, en dehors d'un document d'urbanisme qui peut être conflictuel, sur où en est votre territoire et qu'est-ce qui peut devenir demain. Donc, la réalisation de ce rapport relatif à l'artificialisation, c'est vraiment une étape technique, politique, qui permet aussi de réaliser en continu une stratégie d'aménagement. Alors, ça arrive heureusement pas souvent, mais il peut y avoir des communes dans lesquelles le document d'urbanisme est fait, il est un petit peu oublié. La réalisation de ce document a été tellement complexe que finalement, il est mis de côté et on le rouvre qu'à un moment où on souhaite faire une révision. Donc, ça, c'est vraiment un moyen de rappeler que le travail sur l'urbanisme et sur le foncier est un travail en continu. Et voilà, et ce travail d'observation, ça permet de mettre en perspective les évolutions et surtout, ça permettra de
prendre des décisions politiques locales sur le devenir du territoire, sur les projets à mettre en avant, les projets à faire avancer, peut-être les projets à mettre en pause, et l'éventuelle révision des documents d'urbanisme qui peut avoir lieu, mais qui n'est pas obligatoire. Voilà, Jean... Pardon. Merci beaucoup. Non, juste, pardon, juste Vas-y. avant d'arriver sur les questions, il y avait certains points, moi, je pense que sur lesquels il faudrait revenir, c'est peut-être la Ouais. question de la renaturation, Oui. la façon dont on compte la renaturation dans la loi du 20 juillet 2023, qui est une renaturation au regard de la consommation effective d'espaces naturels, agricoles et forestiers, et la Mhm. façon dont on compte la renaturation au sens de l'artificialisation des sols, telle qu'elle est décrite dans la nomenclature des sols Mhm. artificialisés du décret de novembre 2023. Comment on fait la différence entre les deux? Est-ce qu'on doit mettre les deux notions? Voilà, comment on compte, Mhm. notamment la première, celle qui nous intéresse jusqu'en 2031, c'est celle qui est relative à la consommation d'Enaf. Donc, selon ce que dit le Mhm. CEREMA, effectivement, c'est la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, indépendamment du zonage du PLU, Mhm. au sens de la doctrine administrative, en fait, sans regarder le Oui. zonage. Donc ça, c'est une question. Après, il y a aussi une question qui est revenue pas mal, c'est comment on arrive, enfin, est-ce que les données du CEREMA pourraient être intégrées dans le géoportail, en Mhm. gros, à la parcelle? Donc, Ouais. bon, Madame Di Salvo a répondu, mais c'est pas inintéressant de revenir là-dessus. Mhm. Et puis, la question des coûts partis, notamment les permis d'aménager, les actes, etc., toutes ces questions-là qui avaient été potentiellement traitées dans la loi du 20 juillet, mais qui ont été retirées au dernier moment. Mhm. Donc la question du décompte de ces coûts partis, comment on arrive à les compter dans leur phasage en fonction de l'évolution de la construction effective, Mhm. la réalisation des travaux. Et ensuite aussi, est-ce que les divisions foncières comptent? D'accord. Voilà. Alors, sur la question de la renaturation, en réalité, je vais vous dire la manière dont ça s'est passé au niveau technique. À partir des données fiscales, le CEREMA n'est pas capable de compter la renaturation. C'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau du portail national, on n'a pas inclus les données de renaturation. Le principe était de dire, on attend que l'OCSGE, on attend que l'OCSGE, qui est l'outil qui permettra de faire pas mal de choses, puisse lui-même calculer la renaturation. Donc à partir de 2031. À partir de 2031, le calcul se fera entre guillemets facilement, puisque vous avez une nomenclature. Ça veut dire tout ce qui est urbain, qui sera dans la nomenclature artificialisée et qui passera dans la nomenclature NAF, ce sera de la renaturation par définition. Par contre, aujourd'hui, on a du mal à le faire. On a du mal à le faire. Et ce qui est dit au niveau doctrine de la DGLN sur l'attente entre maintenant et le 2031, c'est de dire chaque collectivité le compte de son côté et le consigne dans ce rapport triennal. Mais on n'a pas de manière claire de le faire. Et sur la question des coûts partis, alors il faut vraiment voir ce qu'on appelle les coûts partis. La manière dont nous on compte au niveau de l'Observatoire national, c'est de dire tout compte à partir du premier coup de pelle. Ça veut dire vous démarrez un lotissement de 10 hectares, ça veut dire que les 10 hectares seront comptés intégralement au moment où les travaux démarreront. Alors pour un lotissement, ça veut dire qu'il se passe bon, quelques années entre le premier coup de pelle de l'aménagement et la réalisation des maisons elles-mêmes. Par contre, il faut bien voir que sur une zone d'activité, il peut se passer beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est le premier élément. Ce qui veut dire que le concept de coût parti en tant que tel, sur les permis d'aménager, sur les zones d'activité, la plupart du temps, en fait, c'est déjà compté. Si l'aménagement a démarré. Par contre, il y a d'autres types de coûts partis qui ne sont pas considérés. C'est ceux dans lesquels il y a eu, par exemple, un permis d'aménagement qui a été délivré quelques années. La situation économique, etc., a fait que les travaux n'ont pas démarré tout de suite. Vous faites votre PLU, vous laissez en zone AU, et puis, bah, je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais très rapidement, les travaux commencent. Donc ça, par contre,
les coûts partis, ça fait partie pour moi des éléments de contexte qui doivent être pris en compte, notamment dans Citadel. Parce que je vous le disais tout à l'heure, les permis délivrés sont importants parce que ça permet quand même d'avoir une tendance, de savoir si votre territoire, entre guillemets, chauffe ou pas. Ben, c'est là-dessus, pour moi, qu'il faut les mettre dedans. Après, voilà, on a un cadre légal qui permet de revenir sur certains projets parfois et qui ne permet pas de revenir sur certains autres projets. Après, il y a la question aussi posée sur la capacité des bureaux d'études à traiter toutes les données dont vous parlez, et puis à se les approprier et à les traiter aussi bien que vous. Mhm. Voilà. Donc là, ça revient pas mal en fait. Est-ce que les bureaux d'études aujourd'hui sont entre guillemets au niveau euh, de l'information qui sont censés peut-être donner dans le cadre du rapport triennal ou pour l'élaboration ou l'évolution des documents d'urbanisme en cours sur ces questions de données? Alors, ça, je vais pas. Voilà, les bureaux d'études, vous en avez autant, vous en avez beaucoup, alors, avec effectivement des compétences qui sont diverses. J'ai pas forcément d'éléments de réponse là-dessus. Nous, par contre, on est preneurs de retours que vous pouvez avoir, comme dans le cadre de ce webinaire, le retour que vous avez fait sur la question de la compétence qui n'est pas claire là-dessus. On est preneur de ce type de retour et on est preneur aussi pour améliorer notre site, améliorer le service, pour permettre au plus grand nombre de s'approprier les données. Et malheureusement, voilà, je n'ai pas de réponse très claire là-dessus. Après, il y avait aussi la question de la division foncière d'un terrain. Alors là, ça a été, enfin, Mhm. Magali Di Salvo a répondu, mais est-ce qu'on la Mhm. compte deux fois ou pas? Et voilà. Alors théoriquement, non. Si on parle bien des divisions foncières de type le jardin qui est coupé pour construire une nouvelle maison, ça ne comptera pas en termes d'artificialisation. Par contre, il peut y avoir d'autres cas dans lesquels une partie de la parcelle est urbanisée, une partie est naturelle. Si vous découpez la partie urbanisée et vous construisez dans la partie naturelle, ben, évidemment, ça comptera comme de la conso d'espace. Après, il y a la question, mais ça, vous le savez, est-ce qu'on est obligé de recourir à un bureau d'études pour faire le rapport triennal, pour rédiger le rapport triennal? Je pense pas. C'est la Clairement, liberté contractuelle. clairement pas. Si vous avez une agence d'urbanisme, si vous avez la chance d'avoir une agence d'urbanisme au niveau local, peut-être qu'elle proposera ce service-là. Un bureau d'études peut répondre, mais sinon, vous pouvez le faire en interne de la collectivité. La question est vraiment, il y aura deux questions auxquelles je ne peux pas forcément répondre à votre place. La première, c'est celle de l'ambition qui est souhaitée pour ce rapport-là. Et deuxièmement, c'est la question des moyens qui sont disponibles à un niveau local. Après, il y a aussi une question plus politique, mais que vous connaissez, c'est le fait de mettre en perspective ces enjeux, avec notamment Mhm. d'autres enjeux type construction de logements sociaux Mhm. et disponibilité foncière pour construire ces logements sociaux. Mhm. Là aussi, ça relève des stratégies foncières, mais c'est un sujet qui revient aussi pas mal en fait. Et pour moi, c'est un sujet qui est assez central à traiter dans ce rapport triennal. C'est vraiment, voilà, on est aussi sur une manière de poser des enjeux politiques. Alors, j'ai pas de réponse toute claire à donner, mais voilà, ça fait partie pour moi des items auxquels, alors, qui doivent être écrits ou pas dans le rapport, mais en tout cas, c'est un élément de réflexion qui est super important à un niveau local. Merci beaucoup. Je regarde si on voit d'autres questions Ouais, importantes. ça défile un peu trop vite pour moi, je suis désolé, mais je vois qu'heureusement les collègues répondent de manière assez Après, rapide. il y a une question qui revient pas mal et sur laquelle Ouais. beaucoup de personnes s'interrogent, c'est sur l'histoire des bonus d'artificialisation. C'est comment on arrive finalement à valoriser tout ce qui n'est pas construit
ou, Mhm. enfin, ou imperméabilisés, puisque effectivement la question de l'imperméabilisation, elle n'est pas vraiment prise en compte dans la nomenclature des sols. Mhm. Et comment on arrive à valoriser ces parcelles-là qui ne sont pas, enfin, qui laissent passer l'eau, qui ne sont pas imperméables. Et est-ce qu'il n'y a pas une question de bonus d'artificialisation à valoriser quelque part quand on a réalisé des opérations de renaturation, mais différentes peut-être de la définition légale de la loi climat pour l'artificialisation des sols et différente de la question de la restitution en ENAF? D'accord. Alors, Est-ce que vous avez déjà euh, réfléchi à ça en fait? oui, on a déjà réfléchi, mais la réponse est, bon, j'ai pas de réponse toute claire à vous donner. Alors, sur la question de la renaturation, et si on rentre dans la définition légale, maintenant, c'est compté entre guillemets en moins par rapport à la consommation d'espace qui est réalisée. Voilà. Que ce soit pour après l'imperméabilisation et la renaturation, c'est là-dessus où je fais vraiment la différence d'un côté entre le comptage qui est très mathématique qu'on peut avoir à l'échelle nationale euh, et, et entre guillemets ce qui apporte en termes d'impact à un niveau, enfin qu'est-ce qu'on a comme impact à un niveau local. Ce que je disais tout à l'heure, vous construisez une maison dans une dent creuse, on comptera nous le même nombre d'hectares que si elle est faite en extension urbaine sur une zone humide. Ce qui ne veut pas dire que dans le cadre du PLU, évidemment qu'il faut construire en dent creuse et pas dans la zone humide. Mais voilà, nous, c'est un premier élément d'analyse qui est le nombre d'hectares. Et après, à un niveau local, c'est la question, c'est quel projet politique et comment en gros les enjeux sont faits pour prendre un terrain plutôt qu'un autre. Donc, tout, le rapport triennal, c'est vraiment rajouter de l'humain et du local à des données qui sont statistiques et nationales. Alors après, il y a une question plutôt d'ordre de forme. Est-ce qu'il est possible pour les petites communes qui n'ont pas beaucoup de données à justifier, puisque certaines disent ne pas avoir du tout consommé d'espaces naturels, agricoles et forestiers, est-ce que celles-ci peuvent quand même se permettre de faire un rapport allégé? C'est-à-dire s'il n'y a pas vraiment de données à justifier, Mhm. est-ce qu'elles sont obligées de se lancer dans une justification d'une stratégie foncière ou elles peuvent faire un rapport allégé? Est-ce qu'il y a une forme particulière? Est-ce que vous produisez des modèles de rapport? Voilà. Mhm. Alors, le modèle de rapport, il est sur mon diagnostic artificialisation, qui permet de télécharger en fait le rapport avec les données chiffrées et qui répond déjà à la loi. Après, la question, c'est plutôt au niveau local, est-ce qu'il y a des enjeux ou pas? S'il n'y a pas d'enjeu, ne passez pas de temps sur les formalités. S'il y a de l'enjeu, par contre, on vous invite à passer pas mal de temps pour déterminer la nouvelle stratégie, comment faire mieux, etc., etc. Donc, vraiment, voilà, mon diagartif, c'est le niveau 1 de ce que ça permet de faire. Et s'il n'y a pas d'enjeu, vous vous contentez de mon diagartif et ça fait très bien le job. Mais voilà, j'essaie d'avoir en fait ce discours un peu équilibré en disant s'il n'y a pas d'enjeu, mon diagartif fait le travail, mais je ne veux pas non plus vous dire bah, vous avez qu'à utiliser mon diagartif et c'est bon, vous avez fait le boulot. Voilà, c'est vraiment quels sont les enjeux au niveau local, qu'est-ce que ça peut apporter et qu'est-ce que ça n'apporte pas. Et aussi, je me demandais, mais là, ça c'est une autre question qui est posée par les élus en général, comment on arrive à objectiver les efforts passés? Parce que dans le rapport triennal, il n'y a plus de critères des efforts passés, parce que ça c'est lié à la territorialisation du ZAN au niveau Mm. régional, des SCOT et des PLU. Mm. Mais est-ce que ce serait pas intéressant entre guillemets, justifier les efforts réalisés dans le cadre de ces 3 ans pour qu'à un Mm. moment donné, la trajectoire s'infléchisse dans le bon sens, entre guillemets, si on a fait des efforts sur la première tranche de 10 ans, est-ce que ce serait Mm. pas intéressant de démontrer que ces efforts, entre guillemets, Mm. justifient qu'on puisse consommer un peu plus les 20 années suivantes, au regard d'autres trajectoires de territoires voisins, par exemple? Est-ce que ça aurait un intérêt? Est-ce que ça peut valoir, entre guillemets, comme justification de stratégie foncière sur une trajectoire à 2050? Alors, ça,
on l'est plutôt dans le cadre de l'élaboration du SCOT ou du PLUI, du PLU, PLUI, qui, voilà, l'effort passé peut justifier du coup la trajectoire future. Après, dans le cadre du rapport, c'est pour ça qu'on vous invite à utiliser la période la plus large possible, en la plus large possible. Donc, remonter, si possible, à 2009 ou à la date d'approbation du PLU. Mais là, voilà, enfin, je veux faire quand même la différence entre d'un côté l'observation qui est liée au rapport et de l'autre l'objectif politique qui est donné dans le PLU et qui du coup peut être justifié aussi par rapport à la trajectoire passée. Après, il y a aussi, je pense, qui revient souvent, c'est la différence entre le zonage du Ouais. PLU et la façon dont on compte la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, et la limite entre les deux, en fait. À partir de quand une zone U Mhm. peut basculer dans les ENAF, par exemple, ou pas d'ailleurs. Alors, en fait, jamais. Il y a vraiment une différence entre ce qui est consommé, qui est de la consommation qu'on appelle effective, c'est-à-dire à partir du moment où il y a quelque chose qui se fait dessus. Voilà, c'est comme ça qu'on compte la consommation d'espace. Mais, euh, et donc, classer en zone U une parcelle ne crée pas de la consommation d'espace. Elle se créera à partir du moment où le projet sera réalisé au niveau local. C'est-à-dire, vous créez une zone AU de 3 hectares, ça ne comptera pas dans la conso d'espace. À partir du moment où où, comment, où le lotissement commence à être créé, vous compterez ces 3 hectares. Mais c'est pour ça que regarder le zonage est aussi intéressant, parce que vous pouvez avoir une consommation d'espace faible, mais une consommation que je vais appeler potentielle, qui pourrait être importante. Si vous avez 3 zones de AU qui sont ouvertes, mais qui n'ont pas fait l'objet de travaux, vous n'aurez pas de conso d'espace. Mais par contre, le jour où les lotissements démarrent, vous aurez cette conso d'espace. Donc, je fais bien la différence entre la conso d'espace réelle, observée, concrète sur le territoire, et la potentielle, qui est dans le cadre des PLU. Il n'y a pas de lien entre les deux, mais on sait que la potentielle pourra amener de la réelle à un moment ou à un autre. Ah oui, c'est cette question-là, je pense, qui avait interrogé pas mal Mhm. de monde dans la circulaire du 31 janvier 2024. Mhm. C'est ce qui était dit de la part du ministère, c'était dans quelle mesure, effectivement, un PLU pouvait aller jusqu'à 20% d'espace à urbaniser de marge, entre guillemets, sachant au motif que tout ce qui était, entre guillemets, classé à urbaniser dans un PLU ne serait pas consommé. Mhm. Et là, effectivement, il y a eu voilà, des discussions sur est-ce que c'était correct, légal de dire ça ou pas. Ouais. Donc là, vous confirmez bien que de toute façon, il y a une marge d'appréciation. Et Mhm. la consommation effective n'a rien à voir avec la façon dont on va définir les zones à urbaniser, en fait. Alors, ça a quand même un lien. À un moment, Oui, quand c'est un vous, lien, mais c'est pas voilà. au même niveau, quoi. C'est, Donc voilà. Et de la même manière, il y aura de la consommation dans les zones U. Et de la même manière, il faut pas oublier aussi qu'il y a de la consommation d'espace dans les zones A et N. On parlait tout à l'heure de photovoltaïque. Le photovoltaïque, donc, si en partant du principe qu'il ne respecte pas l'arrêté, le photovoltaïque, la plupart du temps, il est dans des zones A et N, qui ont été faites pour, hein, il n'y a pas de problème, mais on aura du coup de la consommation d'espace qui ne sera ni en zone U, ni en zone AU. d'accord, merci beaucoup. Non, c'est très clair. Pour être clair, je vais vous renvoyer vers une des analyses qui était présentée dans mon diapo, dans lequel on apprend qu'il y a à peu près un tiers, entre un quart et un tiers de la consommation d'espace qui se fait dans les zones N et A. D'accord. Donc la planification ne fait pas tout. D'accord. Alors, je crois qu'il y a vraiment un besoin de Ouais. pouvoir relire une foire aux questions que vous auriez rédigée. Je pense que vous l'aviez déjà faite, cette foire aux questions, c'est ça? On en a En une partie. sur le portail national auquel, alors,
c'est très orienté portail national. Donc, on va répondre sur les questions de données, etc., etc. Mais voilà, on a fait un travail très détaillé pour essayer de répondre au plus de questions possibles. Alors après, on espère qu'on y arrive, mais dans tous les cas, vous pouvez le retrouver sur le site internet. Je peux même vous le montrer. Nous, on peut récupérer les questions hein, du chat et Ouais, essayer de vous renvoyer les principaux groupes. oui, Et puis voilà, proposer en fait une foire aux questions sur la base de ce webinaire si vous en êtes d'accord aucun problème. pour Voilà. répondre aux demandes des élus. Et puis aussi, sachez que ce webinaire est vraiment sera sur le site de l'AMF en Mm, rediffusion dès demain ou après-demain, enfin, voilà, avec le document. Le mm, document donc, qui vient d'être présenté par Monsieur Bocquet. Donc voilà sur ces questions-là. Et puis effectivement, n'hésitez pas à nous saisir à l'AMF et puis au CRMA évidemment sur ces questions-là. Je ne sais pas si on a répondu à toutes ces mm. questions. Je crois qu'il y a Non, quand même la question des dents creuses qui revient souvent ouais. et Le- enfin, finalement du niveau du périmètre de parcelle qu'on compte ou pas. Et là, je pense que ça renvoie plutôt à la notion d'artificialisation avec les échelles d'observation. Soit 50 mètres carrés, soit 2500 mètres mm. carrés, et à partir de quand on observe, et est-ce qu'on a le droit finalement de justifier ce qu'on n'observe pas? Dès 2031, est-ce que tout ce qui est en deçà de l'échelle d'observation, ça finalement, ça revient, ça vient dans le bilan ou pas? Est-ce qu'on a le droit de les rajouter ou est-ce qu'on observe que ce qui est fixé dans l'échelle d'observation? Alors, à partir de 2031, je suis pas capable de répondre avec précision. En fait, on commence à avoir les premiers millésimes de l'OCLGE. On a des méthodes pour repérer, mais on va avoir encore besoin d'un peu de temps pour être capable vraiment de répondre à ces questions en particulier. Donc, euh, donc voilà, là, ça, je pourrais pas forcément répondre. Je vais revenir sur les grands éléments que je peux dire, c'est-à-dire il y a bien d'un côté l'observation et le nombre de mètres carrés, qui est l'entrée principale, et c'est l'entrée qu'elle pousse la loi. Mais il faut rappeler aussi qu'il faut avoir, pour moi, une vision un peu plus large de la question des impacts. C'est-à-dire, c'est pas parce que ça compte pas qu'il n'y a pas d'impact, et c'est pas parce que ça compte que les impacts sont aussi forts que d'autres types d'aménagements. Voilà. Je voulais aussi passer un dernier message, c'est que nous, on est le CEREMA. On vous présente en tant que technicien au niveau national, de manière générale, les personnes qui sont les plus à même à répondre aux questions techniques, et c'est bien vos DDT au niveau local. Donc, je vous donne les grandes tendances, mais par contre, les réponses, s'il y a une question qui se pose entre ce que je viens de vous dire et ce que les DDT mettent en avant, c'est clairement les DDT qui ont raison. Alors, il y a la question des aides financières qui revient aussi, puisque pour les plus petites communes qui sont pas Mm. dotées d'ingénierie, ça paraît effectivement assez lourd hein, Mm. comme travail. Est-ce que, il y a des aides financières à ce stade pour bénéficier d'un peu d'ingénierie sur ces questions-là ou pas? Alors, pas à ma connaissance. Voilà, on rentre sur les dispositifs d'ingénierie classique. Alors, je vous ai parlé des agences d'urbanisme quand il y en a. Les agences départementales, peut-être que certaines font le travail. Le CEREMA, c'est aussi le genre de travail qu'on fait. Et après, la DGLN, elle l'aide à travers le portail Mondial Artif qu'elle finance. Enfin, le portail national de l'artificialisation qu'elle finance et mon diagnostic artif qu'elle finance et qui permet de faire assez facilement un premier jeu. Mais voilà, il faut bien garder en tête, pareil, que je vous ai présenté les possibilités de ce qu'il était capable de faire. Après, voilà, vous avez, quoi qu'il arrive, un socle à minima réalisé par mon diagartif. Et ce qui est le plus important, c'est plutôt les questions politiques qui se posent derrière, plutôt que la réalisation, le croisement, les graphes, etc., etc. En tout cas, merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au terme du webinaire et puis je voulais remercier toutes les personnes qui avaient envoyé des questions
que nous allons reprendre et que nous allons retraiter à l'AMF en lien avec le CEREMA, pour vous les renvoyer au plus vite sur le site de l'AMF, dans la mesure du possible. Et puis, effectivement, vous dire que voilà, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse que vous avez eue pour l'inscription à ce webinaire, c'est dat@amf.asso.fr. Et puis, nous relayerons les questions au CEREMA ou au ministère lui-même, si effectivement il y a des questions plus précises. Le diaporama sera aussi en ligne sur le site de l'AMF avec le webinaire en rediffusion. Donc, vous aurez tous ces éléments. Et puis, bah, merci encore. Merci beaucoup pour toutes ces explications qui sont très importantes. Et voilà, je vous laisse peut-être finir. Oui, c'est vrai que là, David Marie, il l'a mis dans le chat, mais on prévoit aussi une publication aux éditions du CEREMA sous un format fiche ressources. Voilà, que vous pourrez retrouver sur le site du CEREMA qui regroupe ça. D'accord. Voilà, Merci beaucoup. et merci beaucoup à la l'AMF pour l'accueil. Avec plaisir. Merci. C'est dans le cadre de notre partenariat. Donc, à suivre. Merci beaucoup. Et puis à bientôt et très bon après-midi à vous. Au revoir. Au Merci. revoir.